Je me présente, je m'appelle Zamana Kinkela, je suis présidente CEO formation et de coaching et puis d'aide au développement d'entreprises. J'aimerais vraiment remercier aussi Maman Lily d'être ici parmi nous, qui est l'initiatrice euh, du groupement de femmes politiques indépendantes, qui est vraiment l'initiatrice. Elle est Linda Ndundu. Et moi, je les ai rejoints par après. Elle va un peu parler de ça. Je vais lui donner la parole. Et définitivement, je remercie Madame Ifoku d'avoir accepté notre invitation, de venir motiver les femmes, de conseiller les femmes, de vraiment nous pousser un peu hors de notre zone de confort, parce qu'elle a un parcours impressionnant, un parcours vraiment d'une femme battante, et je ne vais même pas trop vous en parler. Je vais lui laisser parler de son histoire, de son parcours, de le cheminement qu'elle a emprunté. Et j'espère que par son histoire, elle va nous insuffler définitivement un tout petit peu de cette fibre politique qu'elle a. Et je vais te laisser un peu la parole. Présente-toi, dis-nous un peu c'est quoi le groupement de femmes politiques indépendantes. Bonjour, bonjour, maman Marie-Josée Ifoku. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vraiment, ça me fait chaud au cœur. Bon, voilà, je m'appelle Lily Amba Kombo. Je suis la cofondatrice du groupement des femmes politiques indépendantes avec Linda Ndundu. Je suis mère de 3 enfants. OK? Et j'ai rejoint notre parti politique qui est le mouvement des démocrates pour le développement et l'émergence du Congo, RDC. Pourquoi j'ai rejoint ce parti? C'est parce que le champ de bataille, c'est le social. Et moi, je suis maman sociale. Ça fait 27 ans que je suis là-dedans. Je suis entourée que des femmes qui sont dans l'entrepreneuriat social, qui sont sur le terrain, qui ont fait des actions sur le terrain. Et je suis moi-même fondatrice et initiatrice d'une plateforme Matonnier Online qui promeut l'entrepreneuriat africain et afrodescendant. Ben voilà, voilà mon parcours. Ici, normalement, on a invité Madame Ifoku pour nous parler de son parcours parce que, bon, elle est un exemple pour nous, les femmes qui sont dans le groupement, tout justement. Et vraiment, elle nous inspire beaucoup. Alors, je dis encore bienvenue à Madame Ifoku. Définitivement, hein, maman Marie-Josée, comme tu vois, le groupement de femmes indépendantes, nous ne sommes pas toutes des femmes politiques ni de tête d'affiche. Nous sommes des femmes qui souhaitons en fait participer à l'essor du pays, l'essor économique, insuffler, travailler autour des femmes politiques pour apporter un peu de ce que nous, on a dans notre expérience de travail qui pourrait faire en sorte qu'on avance. Et de l'autre côté, on a besoin aussi de personnes comme vous pour donner la force à celles qui n'en ont pas, d'essayer de travailler dans ce sens-là, et celles qui ont la fibre politique qui est endormie, peut-être que ça va se réveiller, et celles qui ont la capacité d'accompagner la madame. Et donc, en fait, on a tout type de personnes. Elles sont entrepreneurs, elles sont maraîchères, elles sont au service de la demande à la présidence, en fait, que vous avez réussi à passer comme candidature. Racontez-nous un peu votre parcours, Madame Ifoku. On vous voit plus. Alors, on vous voit. Oui, 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 on vous parfait. entend. Oui. Bonjour tout le monde. D'abord, un grand merci à toi, Nanina, et au mouvement de femmes politiques indépendantes.
Je voudrais vous dire merci d'avoir pensé à m'inviter afin de pouvoir partager mon parcours, ma petite expérience en politique. Et donc, je vais commencer d'abord par mon expérience personnelle. J'ai évolué principalement dans le privé et dans la vente et le marketing de l'automobile. Donc, j'ai commencé d'agent commercial, un simple agent commercial au Canada. Et je continuais cela ici à Kinshasa, toujours dans la vente de l'automobile, jusqu'à devenir directeur général. Tout simplement pour parler du travail, de l'amour du travail. C'est ça qui m'a conduit à devenir, à travailler dans des multinationales jusqu'à devenir directeur général. Et donc, pendant que je vivais ici à Kinshasa, on ne peut pas, c'est quasiment impossible de ne pas remarquer ou constater la pauvreté dans laquelle vivent nos concitoyens ou nos frères, tout simplement. Et je dois vous avouer, c'est quelque chose qui m'écœurait personnellement. Et je vivais ça comme un fardeau. Et donc, bref, pendant que j'ai évolué en politique, j'ai eu dans le privé, dans la vente de l'automobile. Et comme la vente de l'automobile, c'est principalement avec l'État qu'on travaille, j'ai eu l'opportunité de rencontrer quasiment la plupart des autorités depuis que je suis dans ce métier-là, à l'époque, sauf le président de la République, Kabila. Mais je les ai tous rencontrés, tous. Et j'ai eu à discuter souvent avec eux et il y avait une forte déception en moi parce que je n'entendais pas ce que je recherchais. Je recherchais un idéal, un rêve qu'ils voudraient partager avec nous pour qu'il y ait un réel développement. Mais je n'entendais pas ça dans mes oreilles et ça m'attristait beaucoup. Et c'est ainsi que petit à petit, je me disais que la seule manière de pouvoir apporter le changement dans ce pays, il faudrait entrer en politique. Parce que aider les gens qui sont autour de nous, leur donner un peu l'opportunité de travailler ou de leur donner un peu de moyens pour qu'ils développent leur business, j'ai vu que ça ne changeait pas grand-chose. La misère était là et c'est impossible de pouvoir aider tout le monde de toutes les façons. Et c'est ainsi que je me suis dit que tôt ou tard, il faudrait que j'entre en politique. Et je voudrais faire une parenthèse. Comment j'ai pris le courage d'entrer en politique? Sincèrement, c'est par ma foi chrétienne. J'ai eu une expérience personnelle à travers cette foi-là, à recommencer la vie à zéro moi-même et jusqu'à devenir directeur général, franchement, en 4 ans. Donc, j'étais conseillère en vente et 4 ans plus tard, j'étais devenu directeur général. Je travaillais, j'avais la foi, j'avais le sérieux, la responsabilité dans tout ce que je faisais et je priais aussi. Et ça m'a poussé jusqu'à pouvoir aller le plus loin possible dans mon travail. Et c'est ainsi, lorsqu'il y a eu une opportunité en 2015, on avait démembré les nouvelles provinces, puisqu'on était passé de 11 à 26 provinces. C'était déjà prévu dans la Constitution. Et je me suis dit, ben, tiens, ça va être l'opportunité pour moi d'aller découvrir la province dont je suis originaire, parce que moi, je suis quinoise normalement, mais mes parents sont de la Tchouapa, et comme la Tchouapa devenait une province, je me suis dit, ben, tiens, ça va être une opportunité pour moi d'aller découvrir cette province. C'est une jeune et nouvelle province, et peut-être que je pourrais gérer cette province-là. Et donc, c'est ainsi que j'ai été posé ma candidature. Et comme vous connaissez notre pays, toutes ces aventures politiques, il n'y a pas eu élection. Il n'y a pas eu élection, donc je suis rentrée triste et bredouille. Et mes amis se sont moqués un peu de moi, mais écoute, ta foi t'emmène un peu trop loin, Marie-Josée. Tu n'as jamais fait de la politique et tu as espéré entrer en politique comme ça du jour au lendemain par la grande porte. Mais ben voilà, quelques mois plus tard, j'ai pu entrer dans le parti de Pius Mabulou et c'est ainsi que j'ai été nommée commissaire spécial adjointe, parce qu'avant qu'il y ait des élections, ils ont nommé des commissaires spéciaux, et donc j'ai été nommée commissaire spécial adjointe, et c'est comme ça que j'ai atterri à Bwendé, et nous avons travaillé à peu près 4 mois, et il y a eu des élections, élu vice-gouverneur, et 6 mois plus tard, le gouverneur est tombé, et j'ai assumé pleinement l'intérim du gouvernorat. Donc c'est ça ma première expérience en politique, et c'est ça qui m'a permis de constater que l'État était synonyme de tracasserie pour le peuple congolais. Donc, rapidement, si je pouvais résumer mon expérience, enfin, mon petit parcours pour arriver en politique, c'est un peu comme ça que je le résumerai. Mais c'est très, très intéressant. D'ailleurs, j'aime ça parce que vous avez dit, vous avez commencé comme simple commercial, à vendre des voitures, et puis vous avez monté des échelons jusqu'à devenir directrice. Donc, pour la femme commun du mortel, ici dehors, elle va se dire, bon, c'est pas parce que je suis en train de faire un travail
de réceptionniste que je ne peux pas avoir cette ambition-là. Hein. Déjà là, vous venez de donner déjà à une femme une petite indication qu'on ne peut pas se limiter parce qu'on a une certaine fonction, que ça s'arrête là, on peut penser à aller plus loin. Ça, c'est la première chose que vraiment, waouh. Mais le courage en chemin, est-ce que vous n'avez pas eu peur? Est-ce qu'il n'y a rien qui vous a arrêté? Bon, je dois vous avouer que je suis une personne passionnée. Je suis une personne passionnée quand j'aime quelque chose, quand j'y crois. Et comme je vous ai dit, quand je me repose sur la foi, je deviens une personne déterminée. Et tout à l'heure, je souriais, comme vous avez dit, quand on commence réceptionniste, on peut arriver. D'ailleurs, mon premier emploi, j'étais réceptionniste. Juste pour donner un petit exemple, oui, j'étais réceptionniste dans une entreprise en France. Et 3 mois plus tard, je m'ennuyais parce que j'ai une grosse voix. Quand je répondais au téléphone, tout le monde m'appelait monsieur. Et le directeur général me demandait, tu ne peux pas faire un effort de parler comme une femme? J'ai dit, mais c'est ma voix, je n'y peux rien. Et on en rigolait. Donc, 3 mois plus tard, j'ai demandé à devenir conseillère en vente. Et bon, ils ont trouvé ça un peu drôle, mais j'ai surpris l'équipe. En très peu de temps, j'ai commencé à vendre des produits du terroir français à des Français, ce qui n'est pas facile en France. Et c'est là que j'ai commencé ma petite expérience, quoi, juste pour sourire un peu, comme vous avez parlé de ministre. Donc, bref, le courage, je le tiens tout simplement de ma passion. Quand je suis passionnée et que cette passion est reposée sur ma foi, je deviens déterminée. Et donc, c'est vraiment une détermination. Pour moi, entrer en politique, je sais que c'est un milieu qui n'est pas simple, un milieu qui n'est pas du tout facile, mais je pense que la vie en soi est un combat. De manière générale, je trouve que la vie est un combat. Dès la naissance, quand un bébé sort du ventre de sa maman, il entre dans un monde froid. Et c'est avec des pleurs qu'il entre dans ce monde-là. Donc, selon moi, la vie est un combat et à chacun de choisir ses combats. Et donc, du coup, nous pourrons avoir le courage de faire ce que nous voulons, quoi. Super, vraiment, j'espère qu'il y a une femme qui a entendu ça. La vie est un combat, mais il faut choisir ses combats. Ça, c'est la chose la plus importante parce que des fois, on veut emprunter le combat du voisin, de la voisine. Ça ne nous appartient pas. On ne pourra pas porter quelque chose qui ne nous appartient pas. On ne peut pas travailler par imitation ou porter le fardeau par imitation. Je pense que ça, c'est vraiment très important à retenir. Et j'ai encore une autre question. En fait, quand vous pensez à faire de la politique, c'est vrai, vous l'avez, moi je l'ai entendu, mais je vais vous poser la question autrement, peut-être pour que tout le monde essaye de découvrir un peu en vous. C'est quoi pour vous le pays idéal? Hein, comment vous voyez, je veux dire, si vous avez une vision de la RDC demain, ça serait quoi? Ben, c'est la question la plus simple pour moi parce que avant d'entrer en politique, je me suis posé beaucoup de questions. Donc, je ne me suis pas lancée comme une aventurière en politique. Je suis entrée parce que justement, j'avais une vision. Et cette vision, je l'appelle la rupture du système de prédation par la commodisation, donc le ballet africain avec plusieurs tiges réunies. Oui, la rupture du système de prédation par la commodisation pour la renaissance de la RDC. Qu'est-ce que j'entends par là? Moi, je voulais comprendre pourquoi nous en sommes là. Pourquoi une telle richesse et une telle pauvreté en même temps? Pourquoi? Je voulais juste comprendre qu'est-ce qui n'allait pas. Et c'est ainsi que je suis retourné en arrière. Lorsque nous sommes nés État indépendant du Congo, donc un certain 1er juillet 1885, nous sommes nés État. Et malheureusement, ce n'est pas nous qui avons donné naissance à cet État-là. C'est la conférence de Berlin, que j'appelle la maman, et le roi Léopold II, qui était notre père. Et l'État indépendant du Congo, je parle toujours de l'état d'esprit avec lequel est né notre pays. Donc, nous avons des prédateurs qui se sont rendus compte que nous avons une richesse extraordinaire. Et donc, ils ont créé cet État-là. En fin de compte, c'est un pays où ils viennent se ressourcer régulièrement et prendre nos richesses sans que nous-mêmes nous puissions nous en rendre réellement compte. Je dirais même pas ressourcer, hein, sans vous interrompre. Je dirais même pas ressourcer, ils viennent puiser carrément, quoi. Oui, ils viennent puiser carrément. Ils viennent puiser. C'est ça que je parle de la prédation. Et c'est ainsi que nous avons mené un combat, donc depuis que nous sommes nés le 1er juillet 1985, un combat pour pouvoir récupérer notre liberté
et nous l'avons eu le 30 juin 1960, mais en réalité, ce n'était pas réellement une liberté. Parce qu'on ne peut pas avoir la politique, l'espace politique, sans avoir l'économie qui l'accompagne. Parce que c'est l'économie qui nous donne les moyens de notre politique. Mais malheureusement, nos pères à l'époque se sont plus battus pour récupérer cet espace-là et ils ont négligé un peu le côté économie alors que c'était l'essence même du développement. Ça ne servait à rien d'avoir un État, avoir une politique vide de son essence qui est réellement l'économie. Et c'est ainsi que nous allons constater cet état d'esprit de prédation année après année, puisque la politique était vide de son essence, c'était un tonneau creux. Et c'est ainsi que nous allons voir que cette prédation a contaminé nos dirigeants. Et année après année, les Congolais, petit à petit, de la tête aux pieds, nous sommes tous devenus des prédateurs. Donc, il n'y a pas eu un réel programme de développement parce qu'il n'y avait pas d'économie. L'économie était maintenue entre les mains d'autres personnes. Et nous allons constater aussi que plus tard, donc bref, les colons se sont cachés derrière les Congolais. Ils leur ont donné le pouvoir, mais en fin de compte, c'est eux qui ont commencé à les manipuler. Donc, la prédation s'est retrouvée entre les mains des Congolais eux-mêmes. Et je crois que ça a dû nous troubler nous-mêmes, les Congolais, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Donc, nous avons perdu des repères parce que ceux-là qui devaient être nos modèles sont devenus nos bourreaux. Et donc, clairement, nous nous sommes perdus quelque part. C'est ce qu'on constate d'ailleurs depuis 1965 du moins, puisqu'en 1960, il y a eu l'indépendance. On s'est cherché un peu. Et en 1965, dès que Mobutu prend le pouvoir, mais utilisant encore par la même main, on s'est totalement perdu jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ainsi que nous disons que nous devons rompre avec ce système de prédation par la congolization, qui est une vision de la Renaissance. D'ailleurs, c'est une vision qui nous permet d'aller fermer la porte de cet État, de ces plusieurs républiques que nous avons connues et donner naissance à notre république. Une république réfléchie, une république qui tient compte de notre passé. Où est-ce que nous sommes arrivés aujourd'hui et en réalité, où est-ce que nous voulons aller? Et c'est ainsi que nous disons que il y a eu une première naissance, donc nous avons pris le modèle du christianisme. Il y a eu une première naissance qui a échoué. Donc, nous pouvons aller vers une nouvelle naissance par nous-mêmes, puisque ce n'était pas nous qui avons donné naissance à cet état-là. Nous pouvons aller à une nouvelle naissance, comme j'ai dit, avec des lois, avec, avec une constitution qui tient compte de l'histoire du Congo et du rêve du Congolais. Où est-ce que le Congolais veut aller? Donc voilà, c'est un peu ça en résumé rapidement, puisqu'à travers vos questions, je répondrai un peu plus à travers vos questions. Donc bref, nous, notre vision, nous devons aller à la Renaissance parce qu'en fin de compte, l'état dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui est le même état donc l'état indépendant du Congo, c'est le même état qui a tout simplement changé de couleur, changé de tête, mais c'est le même état d'esprit qui s'est perpétué jusqu'à aujourd'hui malheureusement. Et donc nous devons aller vers un nouvel état. Waouh! Donc, en réalité, c'est vrai, hein, en fait, dans tous les cas, tant et aussi longtemps qu'on fait la même chose, hein, on le dit souvent, hein, je vais juste dire ce que vous venez de dire, autrement peut-être pour le commun du mortel. On a l'habitude de dire que tant que tu fais une chose de la même façon et que ça ne te donne pas de résultat, il faut changer. Les mêmes causes produisent les mêmes effets, quoi. Même cause, mêmes effets. Donc, à un moment donné, on est au carrefour et on est obligé de choisir aller vers une autre cause. Alors, cette cause-là, c'est pour Madame Marie-Josée. Il faut tout balayer et reconstituer quelque chose qui nous ressemble pour nos intérêts, pour nos valeurs. Exactement. Très, très bien. Mais je vous entends. Et j'entends Madame Lily Kombo et j'entends plusieurs femmes de différentes tendances politiques. Vous avez l'air d'être après le même combat. Donc, moi, j'ai une question. De quelle manière pensez-vous que ça soit possible de travailler avec toutes les mamans politiques de toutes les tendances? Parce que d'après moi, hein, si je dois paraphraser un peu mon idée de la politique, j'ai l'impression qu'on court tous après la même cause. On veut que nos enfants mangent,
On veut qu'ils aient un toit, on veut qu'ils aient la santé, on veut que les routes soient fonctionnelles, que notre économie fonctionne, que nos mamans fassent leur marché comme il faut, travaillent comme il faut, l'agriculture, peu importe où est-ce que comment on appelle, écosystème nous apporte ou nous amène, on veut que ça fonctionne. Dans quelle mesure est-on capable de travailler ensemble? Moi, je dirais que c'est cette prise de conscience que nous avons déjà prise. Donc, vous venez de le dire, nous tous, on a cette même préoccupation pour la simple et bonne raison, nous sommes des mères. Nous sommes donneuses de vie. Nous sommes la matrice du monde. Et je crois que nous l'avons toutes comprises. C'est à nous maintenant de prendre cette décision-là. Les hommes adorent le pouvoir pour le pouvoir. Vraiment, je le répéterai, ils adorent le pouvoir pour le pouvoir. Juste pour régner, pour un véhicule, pour une maison, pour je ne sais quoi. Mais une femme n'est pas censée voir les choses de cette manière-là. En fait, quand la femme, elle a été victime de la colonisation, en fin de compte, parce que d'abord de l'esclavage, lorsqu'on a eu à déporter tous ces hommes, et après, lorsque les hommes ont eu à prendre le pouvoir, la femme n'a pas eu le temps d'aller à l'école. Elle a été tout simplement responsable. Elle a pris soin de ses enfants. Le fait d'être une mère, c'est devenir une personne responsable. Le seul problème de la femme, d'abord, c'est qu'elle n'est pas tellement instruite. Mais la responsabilité, elle l'a. Parce qu'elle a ce titre-là de mère qui l'oblige justement à faire face à cette réalité-là. Et donc, moi, je crois que ces quelques femmes qui se sont levées en politique, nous devons absolument avoir un espace où nous devons nous réunir, où nous devons réfléchir ensemble pour l'intérêt de notre nation. Et c'est à nous, à un moment donné, de prendre cette décision-là. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous remercie d'avoir créé votre groupement indépendant. Et nous devons avoir un tel espace où nous pouvons commencer à réfléchir et faire comprendre à la population congolaise, à nos fils et filles, que nous élevons souvent seuls. D'ailleurs, beaucoup de femmes le font, mariées ou pas. Elles ont tendance, mariées ou pas. Ce sont ces femmes-là qui élèvent ces enfants-là. Et donc, c'est à nous, à un moment donné, comme on a déjà cette habitude de pouvoir nous oublier facilement pour les nôtres, nous devons monter encore pour pouvoir nous oublier pour toute la population, tout le peuple congolais, afin de conscientiser les hommes. Il ne peut pas avoir de la politique sans que la femme entre dans cette sphère-là. Parce que c'est elle, en fin de compte, qui est la solution aux problèmes sociaux de la femme, du peuple. Tout à l'heure, j'entendais maman dire maman sociale. Donc, c'est vraiment ça le titre de la femme, c'est la maman sociale. Mais si la maman sociale n'a pas le pouvoir, si la maman sociale n'a pas les moyens de prendre soin des siens, dites-moi comment voulez-vous qu'il y ait un véritable développement? Ça ne sera pas possible. Il faut que, justement, nous puissions nous mettre ensemble, comme vous êtes en train de le faire. Peut-être quand une femme politique seule décide de le faire, les autres peut-être reculent un peu, ou les hommes leur disent, mais si vous allez avec elle, vous êtes en train de lui donner de l'ampleur et vous allez, la soutenir inconsciemment. Donc, ils créent cette division-là entre nous. Et c'est ça qui nous empêche justement de nous mettre ensemble. Donc, un espace comme le vôtre, où ce sont des femmes politiques indépendantes, moi, je vous encourage à aller de l'avant, à continuer à nous conscientiser, à nous sensibiliser, à nous mettre ensemble, puisque vous devenez un peu neutre, puisque vous ne jouez pas de la politique active. Moi, je pense que vous pouvez jouer ce rôle-là. Oui, définitivement. Merci déjà, parce que ça nous donne vraiment... ça nous encourage, parce qu'une personne comme moi, bon, bien sûr, à un moment donné, si je suis appelée à faire de la politique, oui, mais avant tout, je suis technocrate. Je suis vraiment une femme qui pense, je suis dans la formation, je suis enseignante. Je trouve aussi, justement, la plateforme dans le groupement a été soumise plus à Zondal Management parce que je suis dans l'éducation, dans la formation, dans le développement économique à travers l'entrepreneuriat. Pensez-vous que c'est quelque chose dans le groupement de toutes les femmes politiques, que ce sera intéressant parce qu'on dit qu'il n'y a pas un pays qui puisse se développer sans l'éducation, sans la formation. Jusqu'à quel point on peut vraiment récupérer la population, que ce soit nos enfants, nos jeunes, nos papas, nos mamans, à partir de l'éducation. Et je parle bien, Madame Marie-Josée, de l'éducation dans le sens pratico-pratique, opérationnel, et non dans cette conception universitaire qui n'en finit plus, où au final, on n'a même pas de travail. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bon, quand vous parlez de cette éducation-là, la première éducation devrait commencer à la maison. Mais je vous ai dit qu'à la maison, les parents eux-mêmes se sont déjà perdus puisqu'il n'y a plus de repères. On ne sait plus à quel sens se vouer. Les églises ont pris beaucoup de place et moi, je pense que plusieurs institutions gouvernementales ou non gouvernementales et les familles elles-mêmes devraient pouvoir jouer ce rôle-là. Et nous voyons comment les églises pullulent aujourd'hui. Nous voyons comment les ONG aussi, il y a tant d'ONG aujourd'hui. Ce sont des choses qui devront nous pousser à réfléchir. Cette éducation de base que beaucoup n'ont plus, je pense que ces institutions-là peuvent jouer ce rôle-là. Si la famille n'est plus capable ou n'est pas apte à pouvoir le faire, ces institutions peuvent jouer le rôle de relais. Parce que la maman est obligée de se lever très tôt le matin pour aller chercher à manger pour les enfants. Le papa, de son côté, est en train de se chercher aussi. Et donc, nous ne pouvons pas laisser tomber. C'est ainsi que naissent toutes ces ONG-là, c'est ainsi que naissent, comment dire, toutes ces églises, mais normalement, elles devront jouer ce rôle-là de l'éducation et sans parler de l'école elle-même, parce que l'école aussi doit jouer ce rôle-là. Nous, à l'époque, quand on allait à l'école, il y avait un cours de... Oh, je vais ce cours-là, du civisme, le cours d'éducation civique, je crois. Ça jouait aussi ce rôle-là. Comment? Oui. L'éducation à la vie, en fait. L'éducation à la vie, voilà. Oui, oui, nous, à l'époque, on appelait ça éducation civique, mais ça pouvait jouer ce rôle-là de l'éducation de base, parce que l'enseignement, c'est une chose, l'éducation aussi, c'en est une autre. Et moi, je pense que c'est à nous, Congolais, de prendre conscience de ces choses-là. C'est comme ça que vous verrez dans notre vision de la combolisation, nous l'avons décliné en 7 étapes. C'est une prise de conscience en premier, une prise de conscience personnelle, une prise de conscience de nos dirigeants, une prise de conscience de la population. Yann, ça ne va pas là. On va où? Je ne sais pas où est-ce qu'on va. On court, on est en train de suivre tout ce qui se passe dans le monde, mais les autres ont une base, les autres ont une fondation. Mais nous n'en avons pas. Donc, il suffit d'un rien, nous pourrons être balayés. Et moi, dans notre vision de la combolisation, le premier point, c'est celui-là. Il faut s'arrêter et prendre conscience et se dire, mais Yann, ça ne va pas là. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, il ne faut pas seulement responsabiliser les politiciens. Bien sûr que c'est notre rôle, mais il faut aussi que la population puisse le comprendre. Ou sinon, nous irons à des élections et ils vont toujours voter de muscles au lieu de voter le cœur ou la tête. Oui, exactement. Ça, c'est vraiment bien dit. Hein. Et les actions à prendre, parce qu'on a essayé, je vois qu'il y a énormément de choses qui se font, mais j'ai l'impression que c'est tellement éparpillé. Est-ce que, de quelle manière les actions à prendre peuvent vraiment devenir concrètes? Parce que quand même, la RDC, c'est grand. Ben, définitivement, c'est une conscientisation et une sensibilisation. Le développement du Congo dépendra du Congolais lui-même ou d'une petite équipe, un groupe de gens qui ont commencé à prendre conscience, comme vous, comme moi, comme d'autres personnes. C'est à nous, à un moment donné, de décider de se mettre ensemble dans l'oubli de soi. Moi, j'appelle la politique. Pour moi, la politique, c'est un apostolat. Mais ici, chez nous, la politique, c'est un espace pour se faire de l'argent. Alors, les gens se perdent. Aujourd'hui, la jeunesse veut absolument se retrouver en politique parce qu'elle pense tout simplement que c'est là qu'elle pourra gagner beaucoup d'argent au lieu de lui faire comprendre que c'est dans le business, c'est comme un entrepreneuriat, qu'il pourrait devenir puissant et riche. Mais nous avons comme modèle, les puissants se retrouvent en politique. Et peu importe la manière dont les choses se font, il faut qu'à un moment donné, nous puissions prendre conscience de nos combats. Nous, c'est pour ça que nous nous sommes levés à travers cette vision-là. Parce que si vous n'avez pas de vision, vous allez naviguer à vue. Et donc, vous allez réagir chaque fois aux problèmes. Au lieu de les solutionner, au lieu de prévenir, au lieu de réfléchir là-dessus, mais chaque fois qu'un problème arrive, on cherche une solution. Un problème arrive, on cherche une solution. On n'y arrivera jamais. Donc, nous croyons, notre combat, nous pensons sincèrement, nous avons essayé de partager avec certaines personnalités aussi politiques, mais je vois que ça ne peut pas passer. Tout ce que les gens veulent, c'est devenir ministre, député, DG, président de la République, c'est tout ce qu'ils veulent. Donc, s'asseoir pour pouvoir défendre de telles causes ou en discuter tout simplement ou réfléchir devient un luxe. Et les personnes qui réfléchissent sur ça refusent d'entrer en politique. Parce que je peux les comprendre. Hein, ils trouvent que c'est un monde tellement dur, un monde tellement méchant qu'ils ne veulent pas perdre leur vie pour une si grande cause. Je discute beaucoup avec des gens qui n'ont rien à voir avec la politique. Et donc, nous avons des gens de qualité
nous avons des gens compétents, nous avons des gens bien, mais ils ne veulent pas entrer en politique. Et ils laissent la place aux autres. Et donc, après, tout le monde commence à se plaindre, ça ne va pas. C'est notre responsabilité si ça ne va pas. Donc, bref, nous, ce que nous voulons dire, nous l'avons compris et nous avons décidé de nous lever et de faire la différence parce que je crois que les gens bien doivent aller en politique justement pour mener ce combat. Et plus nous serons nombreux, plus il y aura un réel changement. Waouh! C'est magnifique et c'est vrai, c'est une vérité. Les personnes qui devraient être en politique n'y sont pas. Ils ont, bon, je ne sais pas, c'est parti de quelle culture, mais je crois que cette culture-là, c'est vraiment la peur de se mélanger à, je ne sais pas. Bon, bref, je ne veux pas rentrer dans... je veux pas dans faire, la politique pure. Mais ils ont peur de la politique pure parce que c'est un terrain qui est un peu glissant aussi. Glissant, oui. Glissant. C'est une nerf très solide pour rentrer là-dedans. Et des fois, il y a des gens qui sont très tranquilles, ils aiment leur vie calme. Alors, ils se disent à quoi bon rentrer là-bas pour se mouiller. Mais vous avez dit une chose qui est vraie, c'est notre cause, c'est à nous de nous battre. Donc, on doit vraiment abandonner cette histoire de confort. On doit sortir de notre zone de confort et aller au champ de bataille. Définitivement. Et travailler pour le peuple et puis donner une chance à nos enfants, à nos arrière-petits-enfants, d'avoir un endroit sain. Hein, où... En tout cas, Madame Lily, est-ce que vous avez une question? Vous voulez faire un commentaire? Disons que oui, ça m'a titillé un peu. Hein, quand Madame Mifoku a parlé de... Bon, quand tu lui as posé la question de savoir tout justement... tu as dit que c'est pas possible, c'est quand même, on comprend quand même ces personnes qui refusent de faire la politique, hein, comme toutes ces femmes qui sont dans le groupement, hein, dans notre groupement, il y en a beaucoup qui sont là pour appuyer les femmes qui ont décidé de faire ce pas-là. Voilà. Maintenant, j'aimerais demander à Madame Mifoku si elle peut donner un message d'encouragement à ces femmes-là qui n'osent pas. Un message vraiment qui vient du fin fond de vos cœurs en tant que maman, hein, parce qu'on est là en tant que femme, hein, et on est là, on se dit, on se met ensemble, hein, pour aller comme une force, hein, avancer comme une force. Il y en a qui vont se mettre devant et d'autres derrière pour pousser, aider les autres à y entrer. Hein. C'est parce que ça fait peur. Hein. Même moi, ça me fait peur de fois quand je me dis, oh là là, peut-être que c'est mieux que je reste là où je suis, hein, et continuer dans le social, mais aller à l'intérieur, plaider la cause de toutes ces femmes d'action qui n'osent pas, hein, aller réveiller des lois qui sont là à l'intérieur, hein, pour la protection de nos enfants. Ça fait peur. Mais quel est ce message-là, Madame Mifoku, que vous pouvez donner à ces femmes, les encourager un peu à faire ce pas-là? Parce qu'elles vous écoutent. Hein. Elles aimeraient bien faire le pas, mais ça fait peur quand même. Non, non, je les comprends très bien parce que nous tous aussi, nous subissons ces pressions-là, nous subissons ces peurs-là. Et des fois, les gens ne veulent pas vous accompagner, ou il y a des hommes même qui pensent que la femme n'a pas sa place en politique. C'est des commentaires que j'ai déjà eu à entendre, non seulement de nos papas ou de nos hommes à nous, mais même de la jeunesse. J'ai déjà entendu des jeunes dire, ah, maman, ça n'a cuisine, elle n'a rien à faire dans la politique. Vous voyez déjà cette mentalité-là où les gens pensent que la femme n'a pas de responsabilité, elle n'a aucune place, alors que la femme a déjà une responsabilité naturelle parce qu'elle est la matrice du monde. Et moi, je voudrais justement dire aux femmes, nous sommes la matrice du monde. Nous sommes les donneuses de vie. Et on dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Alors, si cette femme-là n'est pas éduquée, si cette femme-là n'avance pas pour se battre, pour se positionner, quelles vont devenir nos filles? Aujourd'hui, il y a même la gratuité de l'enseignement. Nous devons pousser tous nos enfants à étudier, pousser nos enfants à aller à l'école. Parce que la femme doit comprendre que moi, j'ai toujours, parce que je suis prédicatrice, hein, juste en passant, je sers le Seigneur aussi. Dans l'homme, c'est l'esprit. L'homme et la femme, il n'y a aucune différence. Lorsque Dieu crée l'homme et la femme, il dit, lorsqu'il crée la femme, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide, je dis bien semblable. Donc la femme n'est pas différente de l'homme.
elle est même son aide. Et si je vais plus loin, la différence réelle qu'il y a entre un homme et une femme, en fin de compte, c'est sa fonction de donneuse de vie. C'est elle seule qui est capable de faire ça. Mais dans tout le reste, on est pareil. Quel métier un homme a fait que la femme ne peut pas faire? Quel métier? C'est tellement un seul métier que les hommes font et que les femmes ne sont pas capables de faire. Aujourd'hui, nous avons démontré au monde entier que la femme peut tout faire. Et donc, nous voulons encourager ces femmes-là. Elles doivent braver la peur. La peur, c'est l'ennemi de la réussite, la peur. Avoir la peur, c'est un sentiment tout à fait normal. Dans n'importe quel domaine, c'est tout à fait normal. Mais plus nous serons nombreuses en politique, plus ça sera facile pour les femmes justement de pouvoir se positionner, de se soutenir. Moi, je voudrais dire à cette femme-là, maman Lydie elle-même elle l'a dit tout à l'heure, celles qui sont en avant, il faut les aider à aller de l'avant parce que c'est elles qui vont tirer les autres. Vous poussez celles qui sont sorties, celles qui n'osent pas se positionner en politique, elles n'ont qu'à pousser les autres femmes. Elles n'ont qu'à faire campagne pour elles, même si ces femmes-là, elles ne connaissent pas. Ce n'est pas un combat qu'elles mènent pour la femme qui est là, mais c'est un combat qu'elle mène pour l'avenir de nos enfants, pour l'avenir de notre pays. Parce que la femme doit trouver sa place dans cette sphère-là pour que les décisions qui seront prises puissent servir à tous. Donc moi, le message que je donnerais à ces femmes-là, c'est d'oser d'y aller parce que c'est un défi énorme à relever, mais un défi qui en vaut la peine. Parce que moi-même, quand je vois d'où je viens, ce n'était que des pensées, ce n'était qu'un rêve, mais c'est un rêve qui est en train de se mettre en place. Et donc, j'y crois de plus en plus. Quand quelqu'un ose, vous savez, notre rêve de l'Occident, quand quelqu'un ose retirer une nationalité de rêve pour devenir congolais, c'est qu'à un moment donné, je pense que le Congo est un pays extraordinaire. Mais c'est parce que nous ne réalisons pas que ce pays est extraordinaire. Et c'est ainsi que nous ne savons pas en jouir. Mais moi, ma petite expérience ici au Congo, en étant sérieux, en étant responsable, engagé, ça m'a emmené quelque part. Et je suis convaincue que n'importe quelle femme peut le faire. Vous l'avez dit tout à l'heure, il faut quitter la zone de confort. Dans tout, de manière générale, il faut oser quitter cette zone-là. La zone de confort nous prend en otage. Et moi, je voudrais dire à une femme, ose quitter la zone de confort. Ne fût-ce qu'en changeant des amitiés, des relations. Va avec les gens qui correspondent à ton rêve. Quitte ce milieu-là dans lequel tu tournes en rond et qui ne t'apporte rien. Ose ne fût-ce que changer d'amitié. Vous savez, il y a des gens qui n'osent même pas changer de relation. Alors moi, je voudrais tout simplement encore encourager cette femme-là, celle qui veut faire de la politique, justement à s'inspirer des femmes politiques au Congo, des femmes politiques en Afrique, des femmes politiques ailleurs, des femmes politiques même dans la Bible. Qu'elles osent ça. Le fait d'y penser, à un moment donné, ça prendra place. À un moment donné, elles en seront tellement convaincues qu'elles ne pourront que poser un pas, et puis 2 pas, et puis 3 pas, et puis ainsi de suite, elles arriveront quelque part. La femme congolaise a trop de valeur à mes yeux pour qu'elle reste cachée, ou qu'elle reste dans la cuisine alors qu'elle a beaucoup apporté. Parce que moi, je vois cette femme-là, avec très peu de moyens, elle est capable de faire à manger et essayer d'équilibrer pour que tout le monde puisse manger. Mais un homme ne peut pas faire ça. Un homme ne sera pas capable de faire ça. Mais il n'y a qu'une femme qui peut le faire. Donc, je voudrais tout simplement lui dire que la peur, c'est normal que nous puissions avoir la peur. Mais la seule manière de vaincre cette peur-là, c'est justement de quitter cette zone de confort et de faire ce premier pas. Et je crois que petit à petit, nous tous, nous y arriverons, quoi. Merci énormément pour cette réponse. Je ne vais pas vous lâcher tout de suite parce qu'il y a une personne qui a une question. Joël, c'est qui déjà? Dis-moi, aide-moi s'il te plaît. C'est Eric Mboma. Il posait la question de savoir si seuls 2 ou 3 leviers étaient les outils de politique publique pour notre développement, lesquels seraient-ils? Par quoi commenceriez-vous pour comboliser la RDC? C'est ce que j'ai dit un peu tout à l'heure. Pour nous, selon la vision que nous avons, comme nous cherchons à aller vers la renaissance d'une nouvelle république, donc nous devons commencer, comme je l'ai dit tout à l'heure, par la conscientisation, par le renouvellement de l'intelligence, ce que j'appelle le changement de mentalité. Il faut, s'adresser au peuple congolais et le mettre devant ses responsabilités. Nous ne pouvons pas continuer à fuir nos responsabilités. Les choses qui se passent en politique, ce n'est pas la responsabilité des politiciens. C'est la responsabilité, selon nous, du peuple congolais.
le peuple est plus nombreux que les politiciens. Alors, lorsqu'ils laissent faire tout ce qui se passe, pourquoi voulez-vous qu'il y ait un changement? C'est un système qui est mis en place et pour que ce système change, il ne peut que changer d'en bas parce qu'il y a une prise de conscience. Donc, pour nous, c'est ce changement de mentalité en conscientisant le peuple congolais, en lui faisant comprendre qu'il a une responsabilité face à tout ce qui se passe aujourd'hui dans la nation, parce qu'on peut lui poser la question tout simplement, mais pourquoi tu continues à accepter ça? Pourquoi tu continues à vivre comme un mort et ça ne te pose pas de question à un moment donné de refuser cela? Donc voilà, non, le premier point, ça sera celui-là. Et une fois que nous avons conscientisé le peuple congolais, nous avons commencé à travailler sur la fondation même de l'État. Parce que la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, nous n'avons pas de fondation. Nous vivons, comment dire, je l'ai dit tout à l'heure, nous naviguons à vue. Nous vivons, regardez ce qui se passe aujourd'hui avec la guerre à l'est du pays. Mais cette guerre qui a commencé depuis, disons, 94 en réalité. Mais pourquoi est-ce qu'on ne réunit pas? Il y a quand même des gens importants, des gens sérieux dans tous les régimes. Moi, j'irai récupérer, comment dire, certaines grandes personnalités sérieuses qui étaient là du régime de Mobutu, du régime de Kabila père, du Kabila fils, et je les ferai asseoir pour que nous puissions ensemble trouver des solutions parce que nous devons devenir une nation. Et en cette période même de guerre à l'est du pays, il faut s'asseoir et prendre des gens responsables qui travaillent pour l'intérêt de ce pays. Et ces gens-là existent. Et moi, je pense que c'est important, à un moment donné, de faire appel aux fils et aux filles du pays qui sont partout à travers le monde avec des intelligences extraordinaires, dont M. Eric lui-même, qui est quand même un grand homme, un jeune, mais qui peut apporter beaucoup dans notre économie. Je ferai appel à toutes ces personnes-là. Je ne crois pas à une politique d'un parti politique, tout simplement. Il faut que notre politique, à un moment donné, on sort de là. Parce que sinon, nous allons travailler avec des gens qui n'ont pas nécessairement la compétence, des gens qui nous aiment, certes, mais qui n'ont pas la compétence. Donc, il faut faire appel à ces fils et filles qui sont tellement intelligents et qui ont des solutions à ce problème-là. Donc, moi, c'est ça que je ferai pour qu'on puisse faire asseoir notre administration. Il faut que nous ayons une administration, ce serait le troisième point, je dirais. Il faut une administration. L'administration n'existe plus au Congo. Chaque personnalité qui arrive au pouvoir place sa famille. Et donc, du coup, l'administration a perdu tout son sens. La politique a pris le dessus sur tout, sur l'administration, sur la justice. Et donc, rien ne se passe. Donc, chaque régime qui vient, il vient avec ses hommes, ils font ce qu'ils veulent, ils font la loi. Et donc, nous n'avons pas de fondation. Et cette fondation-là, après le peuple lui-même qui a pris conscience, c'est cette administration qui accompagne les politiques de ceux qui viendront au pouvoir. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes ces questions. Il en reste une? Très, très belle réponse. Je vais juste faire un petit résumé pour tout le monde. J'avais une question justement après. Il y a quelqu'un qui a une question, mais on va vous revenir, ne vous inquiétez pas. Vous avez dit que vous irez chercher des gens dans le pouvoir de Mobutu, dans le pouvoir de Kabila père, Kabila fils. Donc, en fait, à cette réponse-là, ce que j'entends, vous êtes déjà capable de penser, travailler avec l'opposition, en fait. Parce que c'est ce qui nous manque. On ne doit pas être en constante guerre, comme si je veux dire, l'opposition, ce n'est pas la guerre, c'est des gens qui ont les mêmes désirs, mais peut-être des priorités différentes. Donc, du coup, je vois vraiment, j'ai beaucoup aimé la question, mais la réponse plutôt, mais j'aimerais vraiment que tout Congolais qui va écouter cette plateforme d'aujourd'hui avec Mme Marie-Josée, c'est de comprendre que la politique ne doit pas continuer d'être une bataille. Chez nous, au Congo, je veux faire vraiment une parenthèse, tout est bataille. Les musiciens, on les met en compétition, en guerre. La politique, on nous met en guerre. Les entrepreneurs, on nous met en guerre. Mais non, on ne peut pas avancer tant aussi longtemps qu'on continue d'être en guerre. On doit se tenir la main, on doit soutenir des projets. Un projet comment s'appelle, M. Tshisekedi, le président de la République aujourd'hui, ne peut pas être balayé demain parce que vous n'êtes pas d'accord avec. Mais soyez pas d'accord avec lui, mais soyez d'accord avec le projet. On veut que ça soit vraiment, qu'on commence à réfléchir et à, comment on dit ça déjà, à séparer les sentiments de la personne et de ce que la personne fait.
Hein, on doit être... Madame Nanina, tout cela trouve son fondement. Lorsque nous avons connu cette indépendance, le colon a eu cette pensée diabolique, diviser pour mieux régner. Et c'est cet état d'esprit qui nous a corrompus. C'est cet état d'esprit qui nous a corrompus. Et cet état d'esprit s'est répandu dans la population, comme vous voulez le dire. Même les musiciens, on est toujours dans la division. C'est la raison pour laquelle nous disons, aujourd'hui, n'importe quel régime qui vient au pouvoir devrait penser Congo, devrait penser nation. Nous devons restructurer notre État. Nous devons reconstruire notre État. Et pour reconstruire notre État, c'est clair qu'on ne peut pas le faire avec notre parti seul. Il y a trop d'intelligence congolaise que nous laissons dehors, qui n'ont pas osé entrer en politique pour les raisons évidentes que je vous ai exposées tout à l'heure. Mais il faut aller les chercher. Ce n'est pas une victoire personnelle, c'est une victoire de la nation. Donc, c'est comme ça que, pour vous appuyer, je le dis, nous devons absolument construire ensemble d'abord, asseoir le pays, et ainsi nous pourrons retourner peut-être dans le combat politique, ce qui est tout à fait normal. Il y a l'opposition, la majorité. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas aller là-dedans. Nous devons être dans une transition, pas la transition politicienne que nous connaissons habituelle, mais une véritable transition d'intelligence qui se met ensemble pour créer un nouvel État, tout simplement à travers une nouvelle constitution. Très, très bien. C'est ça la renaissance pour nous. C'est vraiment, j'espère qu'elle a vraiment bien, comment on va dire, résumé ce que j'étais en train de dire. Joël, aide-moi, c'est qui la prochaine personne avec laquelle... Zamana, je voulais juste rajouter quelque chose. Juste dire que ce que Madame Oufoku vient de dire, c'est exactement l'objectif de notre groupement. C'est-à-dire se mettre tous ensemble. C'est ça la démocratie, au fait. Hein? Donc, être ensemble pour bâtir, pour reconstruire notre pays, hein, pour que nous puissions travailler ensemble avec nos différences, s'accepter. C'est un peu ça que je voulais dire. Hein, c'est ce qu'il faut. On doit arriver à ça. Je sais qu'on a encore du temps, hein, mais on doit arriver à ça si vraiment on veut qu'il y ait un changement dans notre pays. C'est un processus. Hein. Moi, je crois que ça va être un processus. Nos enfants vont continuer, les enfants de nos enfants vont continuer. Il faut avoir la vision très, très à long terme. Hein. Ce n'est pas un projet à très court terme. Ça va se produire, mais on doit éduquer nos enfants, former nos enfants pour qu'ils continuent cette façon de voir et ainsi de suite. Joël, excuse-moi, la prochaine personne, c'est qui? Ben, j'avais vu que François avait levé la main, mais il n'a pas encore posé la question. J'ai Joram Kisenda qui a une question. Il dit, pense-t-elle que le mal serait dans notre façon de constituer les partis politiques comme mouvement étouffant la libre pensée et le développement? Madame Marie-Josée. Oui, définitivement. Nous avons aujourd'hui 600 partis politiques. C'est quel courant politique? Nous sommes nombreux à avoir la même idéologie, être dans le même courant, mais on est tous opposés. La loi devrait réguler cela. Tous ceux qui se considèrent sociodémocrates devraient se trouver dans le même camp, devraient se mettre ensemble. À moins que vous ne veniez avec un nouveau courant, alors là, vous pourrez avoir un parti politique. Mais si vous êtes dans le courant des sociodémocrates, demeurez avec les autres qui existent déjà, à moins d'en faire vraiment la différence. Clairement, nous voyons bien que la politique que nous exerçons aujourd'hui chez nous n'a rien à voir avec qui nous sommes. C'est là tout le problème. Ça n'a rien à voir avec qui nous sommes. Je vous ai expliqué tout à l'heure que nous avons hérité d'une politique, d'un pouvoir, disons, politique sans économie, raison pour laquelle nous n'avons jamais réfléchi pour le développement. Nous ne réfléchissons que prendre le pouvoir pour pouvoir régner individuellement, régner en oubliant que tout cet argent de la corruption détruit des familles, tue nos enfants, plus que la guerre à l'est du pays même. Nous vivons ces choses-là quotidiennement. Et donc, le vrai problème pour nous, justement, ce sont nos lois. Nos députés sont votés. Moi, je n'ai jamais suivi un débat politique, un débat de loi qui concerne le Congo réellement, notre histoire, des problèmes qu'on vit. Je vais vous donner un exemple banal. Les mariages coutumiers. Ça pouvait être un débat
des assemblées provinciales. Moi, j'ai été gouverneur. Je n'ai jamais assisté à un débat de projet de loi, même si on pouvait leur en proposer, qui tenait compte des problèmes que vivait quotidiennement la population. Il n'y en a jamais eu des lois. Or, exemple, un mariage coutumier devrait être considéré, devrait être débattu dans les assemblées provinciales selon chaque province. Comme ça, on saura que si vous voulez épouser un Mukongo, ben, vous allez sur Internet, on tape dessus, on vous dit, ben, chez les Bakongo, le mariage coutumier veut dire ça, ça, ça. Mais vous voyez bien qu'aujourd'hui, on laisse aller trop de légèreté dans tout ce que nous sommes en train de faire, ce qui fait que nous trouvons normal d'avoir 600 partis politiques. C'est quelle politique? On n'a pas de politique. C'est justement un business que nous avons trouvé où certaines personnes qui ont le courage de piétiner les autres arrivent au pouvoir, et bien, ils continuent à se servir et tout le monde les envie. Alors moi, je vous dis justement que nous devons nous arrêter à un moment donné et se poser les bonnes questions et faire une constitution qui tient compte de qui nous sommes, en tenant compte de notre culture, de nos traditions, de certaines... On a des coutumes qui sont très, très intéressantes et on devrait retrouver toutes ces choses-là dans nos constitutions. Mais notre constitution, on voit bien que c'est du copier-coller. Ça ne reflète même pas qui nous sommes. Ça ne reflète pas nos réalités. Donc, on a juste pris comme ça, et ce sont des grands discours inutiles, et nous faisons du copier-coller, alors que les autres, ils en sont arrivés là, parce qu'il y a eu des débats, il y a eu une histoire qui a fait qu'ils ont évolué, et qu'à un moment donné, ben, ils ont un régime présidentiel, ils ont un régime parlementaire. À nous de nous asseoir. Nous, notre vision, c'est celle-là. Il faut qu'on s'arrête et que nous nous asseyons. Les gens, et on a beaucoup de professeurs, on a beaucoup d'intellectuels, que nous puissions discuter et vous allez voir que nous n'aurons plus d'aventuriers comme parti politique. On n'aura pas de tel parti politique à ce moment-là parce que les choses seront sérieuses, quoi. Merci beaucoup pour cette belle réponse. J'espère vraiment que ça a répondu à la personne qui a posé la question. Et c'est très intéressant. Hein. Il faut qu'on s'arrête à un moment donné. On ne peut pas continuer de courir comme des oiseaux sans tête. Là. Ça ne marche plus. Il faut qu'on s'arrête et qu'on commence à réfléchir. Et bon. Alors, prochaine question. Monsieur Bouéa, s'il vous plaît. Non, j'en ai pas encore. Monsieur François n'a pas encore répondu, il n'a pas encore écrit sa question. J'espère, mais il peut la poser peut-être. Est-ce qu'il a... Monsieur François, est-ce que vous pouvez... Il n'est plus là? Il est là. Je lui ai demandé d'ouvrir son micro et... Monsieur François? Oui, je suis là. Vous avez à vous la parole. Vous pouvez poser votre question? Merci beaucoup. Je suis très content parce que ça fait beaucoup de temps que je suis Excellence Madame Marie-Josée Ifoukou. C'est une femme digne de ce nom. Et je demande à ce que toutes les femmes, toutes nos mamans dans tous les coins, que vous ayez ce courage de dénoncer, que vous ayez ce courage de dire les choses qui ne marchent pas. Parce que déjà dans la maison, si la maman ouvre les bêtises de son fils, cela veut dire qu'il ne veut pas le développement de son enfant. Parce qu'à chaque fois que papa revient de la maison, il demande la situation de la maison. La maman dit que non, tout va bien, alors qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors ça, c'est quelque chose de très important. Ça fait vraiment longtemps que je suis là-dedans et je m'inspire beaucoup d'elle. Je lance juste une demande à ce que, au moins dans chaque coin du pays, dans chaque territoire, qu'on puisse avoir un point focal, une maman forte qui peut représenter cette force de toutes les femmes dans toutes les provinces pour qu'ensemble vous puissiez unir toutes ces forces et donner donner une solution à tous ces problèmes. Parce que si vous êtes seul, dès que vous êtes là, vous pouvez parler, vous faites les discours. Même bon, vous voyez que le Congo est trop vaste. Très bien. Vraiment, merci pour ce commentaire. Je suis très heureuse en plus parce que tu es un homme et on est dans un groupement de femmes politiques. Et donc, je crois indépendante. Et je crois que ce n'est pas un débat qui concerne uniquement les femmes, même si
La plateforme concerne directement, du moins invite les femmes à se regrouper, mais je crois que c'est une problématique qui concerne les hommes aussi. Parce que Mme Marie-Josée l'a dit tout à l'heure, une femme politique, elle est d'abord une maman, hein, c'est elle qui porte, c'est la mère d'une nation. Donc, quand c'est la mère d'une nation, c'est la situation concerne tout le monde. Moi, je n'aurais pas plus de questions. Il y a une question du public. Mais s'il y a une question du public, on va y aller. Oui, une autre question de Joram Kisenda. Madame a évoqué certaines difficultés chez les femmes qui constituent une couche importante de la population. Mais que pense-t-elle de la jeunesse qui n'en est pas des moindres? La jeunesse, pour moi, c'est elle qui est la clé de la jeunesse. Et c'est la jeunesse qui devrait témoigner de cette femme-là. C'est la jeunesse. Parce que la jeunesse, elle est témoin de réalisation de cette femme-là. Peut-être, vous savez, nous avons un problème, peut-être, il y a ce complexe-là de l'instruction, de l'éducation qui fait qu'on prend cette femme-là pour acquise. Mais c'est cette femme-là qui a, avec des sacrifices extraordinaires, qui a élevé ses enfants. Peu importe, moi j'ai été à Bouendé, j'ai vu la femme qui n'a jamais étudié, qui marchait pieds nus pour chercher à nourrir ses enfants, ou la femme en ville ici qui se bat. Pour moi, c'est le même combat. Ça ne change rien. Et je trouve ça un peu dommage que la jeunesse ne le comprenne pas. La jeunesse a un modèle qui est biaisé, en fin de compte. La jeunesse pense que le leadership est masculin. Il se définit au masculin. Alors que si elle pouvait regarder un peu en arrière, elle comprendra que c'est la femme qui lui a permis d'arriver où elle est. La plupart des jeunes peuvent témoigner de cela. J'ai aimé ce jeune garçon, le jour où il a terminé ses études à Longoli Tojnaye, il a fait porter ça à sa maman, qu'il a éduqué en vendant du pain. Quel joli modèle, franchement. Et donc, nous, c'est cette jeunesse que nous voulons conscientiser. C'est à cette jeunesse-là que nous nous adressons régulièrement. Il faut qu'elle aussi s'arrête et qu'elle se pose les bonnes questions. Parce que les mamans, les femmes, les mères, elles ne pourront que travailler avec cette jeunesse-là. Elles ne pourront que considérer cette jeunesse-là, puisqu'elles connaissent cette jeunesse-là. C'est elle qui les a éduquées. Elle connaît leur potentiel, elle connaît leurs forces. Donc, nous demandons à cette jeunesse-là. Nous sommes en train d'aller dans ce nouveau combat politique, puisqu'il va y avoir encore des échéances bientôt électoraux. Donc, nous allons encore encourager cette jeunesse-là à prendre conscience que c'est elle qui peut faire la différence pour que les choses changent. Si elle comprend que la femme doit avoir un rôle à jouer dans la politique, cette jeunesse comprendra que son social qui recherche tant que ça, son souci de l'emploi quand il a terminé l'université et qu'il ne sait pas où aller, la femme peut lui trouver cet espace-là pour qu'il puisse travailler. Donc, notre combat à nous, ce n'est pas contre les hommes. Pour nous, c'est une complémentarité. Moi, ce combat de la femme, d'ailleurs, on entre dans le mois de mars, je ne suis pas dans ce combat d'une parité à outrance qui, à un moment donné, vont nous faire perdre, notre culture. Moi, je crois que nous complétons, l'homme et la femme, chacun a son rôle à jouer dans la société et nous sommes complémentaires. Et cette jeunesse-là doit comprendre ces choses-là. C'est à nous de la conscientiser, c'est à nous aussi, les femmes et les mamans, parce que c'était notre devoir de pouvoir faire comprendre ça à nos enfants. Donc, nous-mêmes aussi, nous devons nous en prendre à nous-mêmes. Nous devons nous poser les bonnes questions. Est-ce que nous avons bien éduqué nos enfants pour qu'ils comprennent que la femme a un rôle à jouer? Ou bien nous avons aussi tendance à faire des commentaires désobligeants vis-à-vis de cette femme-là, et c'est ainsi que la jeunesse l'enregistre. Donc, à nous de jouer ce rôle-là. Moi, je pense que c'est la responsabilité de la femme à conscientiser la jeunesse, parce que nous avons besoin d'elle pour avancer. J'ai une autre question d'Éric Mbomba. Il dit, vous êtes chef d'entreprise et certainement sensible aux accords commerciaux et de libre-échange récents de la ZIECAF. Notre pays adhère à de diverses organisations régionales, SADC, EAC, CEAC, etc., de manière apparemment systématique, sans que des débats robustes ne guident nos actions avec une stratégie nationale cohérente. Avez-vous des recommandations pour les dirigeants congolais face à ces opportunités qui peuvent devenir des défis? C'est une question qu'il pourra trouver cette réponse dans notre vision de la rupture du système de prédation par la combolisation. Lorsque nous parlons au 6e point, c'est le 6e point, je crois, nous parlons de la bonne gouvernance.
Donc, vous allez voir qu'il y a des alliances qui se font en aval sans travailler d'abord en amont. La ZLECAf, je ne comprends pas cette zone de libre-échange alors que nous ne produisons quasiment rien. Parce que pour que cet échange puisse nous apporter quelque chose, nous apporter des devises, il va falloir que nous puissions produire. Ou sinon, nous devenons un marché pour le monde entier, pour toute l'Afrique. Et nous-mêmes, nous ne sommes pas en mesure d'exporter nos propres biens. Je pense qu'il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr. Le vrai problème, je vous ai dit tout à l'heure, la politique a pris le dessus sur tout. La politique, comment dire, pour nous les Congolais, la politique, c'est agir, poser des actions à impact visible. Ce sont des expressions que j'entends ici tout le temps. Donc, derrière, il n'y a absolument rien. J'ai vu dernièrement à la télévision, je suivais, comment dire, le gouverneur de la ville qui cassait des maisons qui étaient construites par-ci, par-là, sans tenir compte de la loi ou de respect des règles. Nous avons suivi ça. Mais Kimbuta l'a fait. Mais lorsque l'actuel gouverneur le fait, c'est pour quelle finalité? Parce que les gens qui sont à la source de ce problème-là, c'est les gens qui sont dans l'administration, ils sont là jusqu'aujourd'hui. Vous allez là-bas pour payer, il y a un document que vous devez payer, vous ne connaissez jamais les prix. Je vais au cadastre pour faire un document, personne ne te donne un prix réel, chacun donne selon la tête du client. Donc moi, je pense que le problème réel, je vous ai dit tout à l'heure, nous pouvons répondre à toutes ces questions-là, mais si je dois résumer ces choses-là, nous allons continuer à parler pour dire que nous devons nous arrêter. Il n'y aura pas de solution à un seul problème. Je viens de vous répondre par rapport à la ZLECAf, je ne comprends pas. Parce que les femmes comment dire, par exemple, l'emballage doit tenir compte des normes internationales, mais elles ne savent même pas avoir ces emballages-là. La chikwang qu'elles produisent, le poisson fumé, mais c'est comme de la rigolade pour finir, parce que j'ai dû participer un peu à des conférences dans ce sens-là, mais je trouvais ça tellement ridicule que bon, j'ai laissé tomber. Parce que je comprends qu'à ce niveau-là, on ne pourra rien résoudre. Donc, nous ne pouvons pas aller au cas par cas. Le problème est général. Le pays est en ruine. Mboka OSC Koufakala, comme l'a dit lui-même le président, alors prenons le courage de nous arrêter. Parce qu'il n'y a que problème sur problème. Problème sur problème. Donc, moi, je crois, j'espère que j'ai répondu vaguement comme ça à cette question-là, rien qu'en prenant l'exemple de la ZLECAf, parce que nous, les femmes, on était un peu concernées. Mais c'est sans issue, aucune production, donc ça ne sert à rien d'aller entrer dans cette zone-là parce qu'au contraire, nous devenons le marché du monde entier. Donc personnellement, chaque fois qu'on me posera ces questions-là, je vous dirai, mettons-nous ensemble, écoutons un peu ce que nous sommes en train de dire, osons parler, osons dire que nous devons nous arrêter, nous devons aller à une renaissance pour que nous puissions mettre les choses en place, mettre les jalons du développement pour que nous puissions réellement décoller. Sinon, nous n'allons jamais décoller. Un seul secteur, un ministre peut travailler là-dessus, c'est extraordinaire, on applaudit. Et alors, le gouvernement, c'est une équipe. Donc, on ne peut pas regarder un seul ministre qui a fait un travail extraordinaire et qui pense d'ailleurs que c'est un droit, donc ils doivent être rémunérés plus que tout le monde parce qu'il a accompli telle ou telle chose alors que c'est son travail. Donc, bref, pour répondre à Eric Boba, ma réponse seulement, nous devons aller à la renaissance de la RDC et nous allons le répéter 1000 fois jusqu'à ce que les Congolais puissent comprendre que les choses ne pourront pas marcher tant que nous serons dans cette situation-là. Nous irons des alliances en alliance, de contrat en contrat, sans tenir compte de l'intérêt du peuple congolais. Et nous en parlons au 6e point de notre vision de la congolaisation dans la nouvelle gouvernance. Merci. Une autre question? Avant la prochaine question, c'est juste commenter un peu ce que Madame Ifoku vient de dire. Très important, hein. Elle a dit ça de plusieurs façons, mais moi, j'essaie toujours de faire un tout petit résumé pour que ça reste. On ne peut pas traiter les problèmes, les situations de la RDC au cas par cas. Que ce soit une crise dans une maison familiale, dans la famille en général, peu importe où, quand on commence à traiter une situation au cas par cas, ça va vers le chaos. On doit se rendre compte de qu'est-ce qui ne va pas de façon générale. On gère le général et puis on a l'exception. Mais nous, le général, on l'a. Le général n'existe pas, mais vous voulez qu'on traite le cas par cas. C'est juste pas possible. Ok, Joël, on peut continuer. Excuse-moi.
Pas de problème. Merci. Une question de Jean Bosengue à partir de l'Irlande. Il dit, est-ce que Madame Ifoku posera-t-elle sa candidature pour la présidentielle en 2023? Je l'attendais, celle-là. Je l'attendais. Ah, franchement, non, mais franchement, on n'en est pas encore là. Franchement, on n'en est pas encore là. Nous, notre préoccupation aujourd'hui, c'est d'abord, nous avons décidé de retourner dans les médias pour pouvoir conscientiser le peuple congolais, lui faire comprendre la situation dans laquelle nous nous trouvons. Parce que selon nous, les élections ne devraient pas être nécessairement l'urgence, selon nous. Mais si nous n'avons pas de choix, à ce moment-là, bon, on s'organise de toutes les façons parce que nous sommes dans un pays qui nous surprend souvent. Donc, l'organisation est là et nous allons, comment dire, réagir au moment opportun. Mais pour l'instant, réellement, sincèrement, ce n'est pas la préoccupation pour nous. Nous voulons retourner dans les médias. Là, bientôt, là, dans une semaine, nous allons recommencer à sortir pour pouvoir présenter notre vision de la Renaissance afin que chaque Congolais puisse s'en saisir. En fait, que chaque Congolais comprenne que c'est le chemin, c'est la voie de sortie pour que nous puissions écrire réellement une nouvelle histoire parce que, en fin de compte, l'histoire dans laquelle nous nous trouvons a déjà pris fin. C'est tout simplement prendre ce courage-là, refermer cette porte et aller vers une nouvelle entreprise, quoi. Donc, je ne saurais pas répondre à cette question aujourd'hui, mais qui continue à nous suivre et selon les réactions des uns et des autres, peut-être qu'ils pourront s'asseoir et dire que oui, Madame Ifoku a raison. Les politiques pourront peut-être dire elle a raison. Pourquoi ne pas aller vers une véritable renaissance et pas la transition habituelle où c'est un partage de gâteaux comme nous sommes nés, lorsque nous sommes nés un certain 1er juillet 1885, c'était le partage plutôt de l'Afrique. Mais nous espérons qu'en conscientisant et sensibilisant, les politiciens comprendront notre message et s'ils ne le comprennent pas, nous espérons que le peuple va le comprendre et alors nous pourrons aplanir et donner naissance à cette nouvelle république. Super. Madame Marie-Josée, je veux d'abord reprendre aussi la même question aux autres. Ici, le débat ne va pas vraiment être on va vers les élections ou pas. Je pense qu'il y a plusieurs plateformes pour ça. J'aimerais vraiment qu'on reste concentré sur plus le travail, le côté dont on ne parle pas réellement dans d'autres plateformes. La plateforme ici, c'est la réponse qu'on va retenir essentiellement de Madame Marie-Josée, c'est la conscientisation. C'est là le travail, le véritable travail, c'est là. Les élections, c'est vrai, c'est bien, mais c'est une euphorie pour rien. On veut travailler, on veut de vrais résultats. Et le résultat ne se produit jamais juste parce qu'on est en train de suivre une troupe comment on dit ça là, comme on est derrière un troupeau de chèvres, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on est en train de courir après. C'est le travail qui est important. Et comment le travail va se faire? Et je répète encore, j'ai posé la question à Mme Marie-Josée, elle a dit, je serai apte à prendre des gens dans différents partis politiques, anciens ou nouveaux, pour tenir la main et aller. C'est ça qu'on veut. C'est ça qui est important à comprendre. Et les gens vont revenir. Sur cette plateforme, vous allez entendre toutes les femmes de différents partis politiques. On n'en a vraiment pas avec qui on a plus d'affinité que moins d'affinité. On les apprécie toutes parce qu'elles nous inspirent toutes. Donc, s'il vous plaît, que cette plateforme soit vraiment concentrée sur le côté opérationnel du côté politique, donc administration, bonne gouvernance, en anglais on dit best practice, donc les meilleures pratiques. C'est ça qu'on veut pour que le pays fonctionne. On posera les questions d'élection en dehors de ça, en dehors de cette plateforme. Bon, Joël, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, il n'y en a pas d'autres. D'accord. Alors, on va peut-être libérer Mme Marie-Josée parce que j'espère qu'on n'a pas trop empiété sur son temps. On est quand même dans les temps. Mme Marie-Josée, vous avez été formidable. Je vous appelle de temps en temps Mme Marie-Josée, Mme Ifoku. C'est pas grave, vous m'appelez Nanina. C'est une grande sœur pour moi. Vous la voyez là, c'est une grande sœur, c'est une yaya, vraiment, avec qui j'ai évolué, puis que j'ai regardé de loin quand elle est revenue au Congo. Et j'apprécie vraiment son parcours parce que c'est un parcours de courageuse.
hein, vraiment de courageuses. Et on aura d'autres dames comme ça qui vont aussi être tout aussi inspirantes. Mais elle a été la première, donc pour ça, on vous fait un mes respects, madame. Merci beaucoup. Merci Lily, à vous. quelque chose à dire? Maman Lily n'est pas là? Elle est encore là. Elle n'est plus là. Je pense qu'elle a été coupée. Elle va revenir. Linda est là. Linda, est-ce que tu as un dernier mot? Bonjour, Linda. Linda, c'est la deuxième, la personne, en fait, maman Lily Combo et Linda Ndundu, c'est elles qui ont initié le groupement. Moi, je suis le troisième pied du groupement. Je les ai rejoints un peu après, mais c'est vraiment Linda Ndundu et Lily Combo qui ont initié cette plateforme, groupement de femmes politiques indépendantes. Et voilà, comme on dit, elles travaillent, elles m'ont inclus. Et je suis parmi elles maintenant. Linda, s'il te plaît, est-ce que tu aurais quelque chose à nous dire, un dernier mot? Mais Madame Ifoko est aussi une yaya pour moi. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, qu'on ne s'est pas parlé. Mais c'est un exemple et effectivement, ça fait du bien d'avoir une personne qui a beaucoup d'expérience et qui peut nous guider, nous femmes, sur les principes de la politique et également sur comment se présenter aux élections. Donc j'espère que ce ne sera pas le seul Zoom. Je vois qu'il y a des femmes qui tout doucement sont rentrées dans le groupe un peu en retard. Bon, il faut aussi qu'on réussisse à toutes les mettre d'accord sur l'heure. Mais en tout cas, bon, comme c'est enregistré, on va mettre ça sur notre YouTube et sur la page Facebook. Et elles pourront suivre. Et je pense que pour la prochaine fois, voilà, si Madame Ifoku, José, comme on dit, hein, si elle peut nous offrir encore une autre opportunité d'apprendre et aussi de découvrir le livre, enfin, c'est-à-dire ce qu'elle a concocté et sur lequel on peut réfléchir en tant que groupement de femmes, ce serait bien parce que ça ne sert à rien de chaque fois, comme elle a dit, venir avec des nouveaux concepts, puisqu'il y a des gens qui ont déjà réfléchi sur des thématiques, eh bien, on peut continuer la réflexion et entrer comme tu l'as bien souligné, Zaman, sur l'opérationnel. On a un problème sur l'opérationnel, donc voilà. Super, merci Linda, merci beaucoup. Je ne savais pas que tu étais là, bon, je ne vois pas bien, c'est plus Joël qui gère tout ça. Oui. Et Zamana, j'ai quelques bons commentaires positifs. Je vois Donny qui dit une femme formidable. Judith Yoko qui dit c'était vraiment intéressant, très instructif. Et François Lobo qui insiste, il a des longs commentaires pour Madame Ifuku. Donc, on peut dire que c'était une réunion réussie. Très bien, belle réussite. Et je pense aussi, comme Linda a dit, on aura énormément de sujets à partager. On va commencer comme ça avec l'histoire du parcours d'une femme. Après, on aura d'autres sujets, d'autres thématiques qui vont nous accompagner là-dessus. Et je suis très contente aussi parce que la plupart des femmes en politique sont aussi chrétiennes. Moi, la plupart des émissions que je conduis, on peut dire, je suis chrétienne d'abord. Donc, c'est très bien parce qu'il faut qu'on mélange, il faut vraiment faire une vraie balance entre les deux. J'aurais posé une autre question à Madame Marie-Josée, mais c'est par rapport à l'Église. Mais on ne va pas rentrer là-dedans, ça va être pour la prochaine fois. Mais justement, oui, ça sera la prochaine fois parce que il faudrait qu'on parle justement de cette partie-là de ma vie, par exemple de ma vie, de ma foi chrétienne et la corrélation avec la vie politique. Et vous allez voir que nous avons beaucoup de réponses à travers la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Il y a beaucoup de réponses à nos préoccupations, beaucoup de réponses. Oui. Amen. On a un fondement qui est chrétien, même si ce n'est pas toutes les femmes qui sont dans le groupement qui sont chrétiennes, mais le sous-bassement, vraiment, Maman Lily et Linda, quand elles ont pensé ça, c'était vraiment avec un sous-bassement chrétien. D'ailleurs, c'est ce qui m'a plu le plus. Donc, du coup, on aura le temps d'en parler. Je tiens juste à vous remercier tous. Joël, énormément pour
appui, ton soutien. Sans toi, je ne sais pas ce que j'allais faire. Merci, Madame Marie-Josée. C'est vraiment un grand honneur. J'espère vous revoir sur le plateau. Toutes les personnes qui ont participé, je vous remercie énormément. Et j'espère que la prochaine fois, on sera de plus en plus nombreux. On va peut-être faire ça aussi autrement, peut-être par StreamYard, où on a la possibilité d'avoir différentes séances. Hein. Alors, je vous remercie. Et puis, donc, on se dit comme ça. Madame Marie-Josée, vous avez un dernier mot ou on peut clôturer? Je compte seulement sur la solidarité féminine par rapport au combat que nous sommes en train de mener, sensibiliser, conscientiser l'être humain de manière générale, nos semblables, et particulièrement les femmes, pour qu'elles comprennent que plus nous serons dans cette sphère, plus vite nous vivrons des changements et bien sûr, tout le monde pourra en jouir. Quoi. Donc, nous comptons sur cette solidarité féminine. Ça va venir. Moi, je travaille, ça c'est mon combat. Mon combat, c'est qu'on ait une plateforme où on arrive à parler sans trop d'émotion, plus avec l'intellect. Hein? Exactement. Voilà. Merci. En tout cas, merci à vous aussi. Courage.